Bonjour les gars, les filles des Hauts-de-France. Bonjour à tous ceux qui rejoignent ce live. Bonjour à tous ceux qui le rejoindront en replay. Ce midi, je suis avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Elise. Ensemble, comme le mois dernier, nous avons invité Marie Stellier, infirmière, tabacologue, formatrice et membre de l'association Hauts-de-France Addiction. Bonjour Maryse. Bonjour Élise. Alors, cette année, le mois sans tabac, on a eu 134 000 personnes en France qui se sont inscrites. Et dans les Hauts-de-France, c'était 13 000 personnes. Au-delà des personnes inscrites, beaucoup de personnes ont participé au mois sans tabac. Aussi, aujourd'hui, on vous propose comme live poursuivre sa défume et préparer les fêtes. Super thème. Poursuivre sa défume, bah, c'est aussi pour les personnes qui s'y mettent maintenant ou qui voudraient s'y mettre enfin, dans les temps qui viennent. Et bah, première question, Maryse, est-ce qu'arrêter quelques semaines, un mois, 2 mois, c'est passer des caps importants? Est-ce qu'on a plus de chances de réussir à arrêter de fumer un jour comme ça? Oui, très bonne question, Élise. On sort du mois sans tabac et le mois sans tabac préconise l'arrêt du tabac pendant un mois. C'est pas un hasard parce qu'on a constaté que lorsqu'on arrêtait de fumer pendant un mois, on avait 5 fois plus de chances d'aller vers un arrêt définitif. Pourquoi? Parce qu'en un mois, eh bien, on voit déjà les effets positifs de l'arrêt. Déjà, on voit que c'est possible. En plus, le budget, un mois, on voit les économies substantielles. Mais au niveau physique, eh bien, on constate aussi des gros changements. Déjà, on respire mieux au bout d'un mois. On retrouve le goût des aliments. On peut reprendre peut-être quelques activités physiques. On se sent mieux. Et donc, on constate que, un, c'est possible et que arrêter, c'est tout bénef. Et un mois, c'est suffisant pour s'en rendre compte. 5 fois plus de chance, ça se dit quand même. Mais Oui, tout à fait. beaucoup de gens pensent que quand ils ont arrêté un mois, Mhm. ça y est, ils sont ex-fumeurs. C'est fini, terminado, finito, libéré, délivré, et qui ne sont certainement plus addicts au tabac fumé, hein. Euh, le sevrage au tabac, en vrai, ça dure combien de temps? Il faut combien de temps pour être vraiment hors tabac? Alors, le sevrage tabac, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne se résume pas à régler un manque de nicotine. C'est plutôt le débugage. J'appelle ça comme ça pour que ce soit que tout le monde puisse bien comprendre. C'est le débugage des habitudes qui ont été prises avec le tabac. Et croyez-moi, ces habitudes, elles ont la dent dure. Donc, il va falloir en créer d'autres où la cigarette ne s'inscrit plus, les répéter, 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 et faire cet apprentissage pour avoir une vie où le tabac ne s'inscrit plus. Or, nous avons 4 saisons, donc nous avons 4 façons de vivre. On ne vit pas l'hiver comme on vit l'été. Et donc, il faut faire au moins le tour de l'année pour dire que l'on devient ex-fumeur. On ne redeviendra jamais non-fumeur. Et la substitution nicotinique, elle est là surtout au départ pour que le patient se trouve dans le confort, qu'il ne soit pas en manque physique, qu'il n'ait plus faim de nicotine et pour qu'il puisse faire ce travail. Donc, un sevrage tabac, c'est au moins un an où on ne doit pas perdre de vue le tabac. Il faut être extrêmement vigilant par rapport aux réflexes qui pourraient faire reprendre. Et après, au bout d'un an, il faut toujours, faut pas se dire, ça y est, je suis sortie d'affaires. Non, au bout d'un an, on n'a peut-être plus besoin d'avoir une aide régulière, mais il faut pas hésiter à demander une aide ponctuelle si on ressent quelques soucis. Mhm. Donc, je vais passer mon premier gros chagrin sans fumée, ma première terrasse au soleil sans fumée, le premier barbecue sans fumée, la première fête de Exactement. famille sans fumée, la première engueulade avec mon patron sans fumée. Tout ça sont des expériences qu'on va retrouver tout au long de l'année pour devenir un ex-fumeur, en fait. C'est Tout ça. à fait, tout à fait. D'accord. Merci. Élise. Donc en fait, finalement, nos copains, copines qui, au bout de 2 mois, nous disent «Oh là là, j'ai encore des envies de fumer», c'est normal. Ils Ah, sont mais pas... bien sûr que ah, mais évidemment que c'est normal. Alors, il faut voir déjà ce qu'il y a dans derrière j'ai envie.
Vous avez des personnes qui vont être en manque de nicotine et qui vont vous dire, c'est une guerre permanente avec le tabac, j'y pense tout le temps. Donc là, ces personnes-là, manifestement, elles sont en manque de nicotine et elles arrêtent à l'énergie. Donc au bout d'un mois, elles peuvent très bien dire, oh là là, ça ne va pas, je pense tout le temps au tabac, j'ai des pulsions. Après, il y a des personnes qui sont bien dosées en nicotine et qui auront des pulsions qu'on appelle craving, qui arrivent au moment où elles vivent les situations où habituellement elles fumaient. Et alors, ces personnes-là vont vous dire, bah, je suis bien le reste du temps, mais je prends mon petit café à table, j'allais dire dans les circonstances identiques comme avant. Et là, j'ai une pulsion là qui dure 3 minutes, mais qui est extrêmement intense. Et ça, la gestion des cravings, eh bien, pour en sortir, il faut gérer les réflexes, les identifier, changer certaines séquences de ce réflexe, se réapproprier les nouveaux réflexes et réapprendre à vivre donc finalement sans tabac. Mhm. C'est comme la petite Madeleine de Proust, quoi. Hein, ça redébarque. Ce sont des automatismes qu'on avait mis en place et qu'on va Oui, couper, qu'on va casser au fil du temps. Peut-être on peut les remplacer par d'autres automatismes, mais cela, ils tuent pas. Donc, vive le petit carré de chocolat noir qu'on prend avec son café à la place de la cigarette. Je dirais que le tabac est une source de plaisir, il ne faut pas l'écarter et il ne faut pas hésiter aux fumeurs à retrouver des petits plaisirs de la vie. Donc c'est vrai qu'un peu de chocolat noir, pourquoi pas? On n'a jamais dit qu'il fallait prendre la plaque entière. Mhm. Si on prend C'est la pour plaque moi que vous dites entière, ça, je sais. ça veut dire, voilà, on compense, on est en manque de nicotine. Alors, Mais justement, on voilà, parle de oui. nicotine, Maryse. Vous en avez parlé plusieurs fois du manque de la nicotine, tout ça. On a plein de gens, coucou, que ça concerne, qui disent, ouais, mais moi, c'est 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines du 21, du 14 et 3 semaines du 7, c'est marqué sur les boîtes, n'importe comment mon médecin il m'a dit, et après, hop, terminado. Euh, Est-ce que après ce mois sans tabac et ce mois de substitution, c'est vrai, et juste avant les fêtes, c'est vraiment le moment de beaucoup diminuer sa substitution, voire de l'arrêter. Et si jamais j'ai des envies et que j'ai une substitution, est-ce que je peux la remonter? Est-ce que c'est pas faire machine arrière? Alors, pour la diminution de la substitution nicotinique, les laboratoires ont dû mettre des schémas thérapeutiques pour avoir l'AMM. Alors, il est clair que, on envisage une baisse au bout de 3 semaines, un mois, pas avant. Mais tout se fait à la carte. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, au bout de 3 semaines, un mois, si la personne n'a eu aucun dérapage, si elle a bien vécu avec la substitution qui est en cours, on peut lui proposer, est-ce que vous souhaitez baisser? Si elle dit non, bah, c'est tout, on attend qu'elle en ait envie, qu'elle se sente en sécurité pour le faire. De toute façon, si son organisme va finir par lui demander de baisser, elle va avoir un mauvais goût dans la bouche, et ça veut dire qu'il faut baisser, et d'elle-même, elle va vouloir le faire. Mhm. Donc, après, vous avez des personnes qui sont très très bien, pas de problème, tout va très bien, sauf que le poids, 3 kilos en un mois, c'est pas normal. Ça prouve qu'elle a trouvé un équilibre avec la nicotine d'un côté et la nourriture de l'autre. Donc, généralement, elle est assez frustrée, mais on remonte la substitution pour que au moins elle décroche un peu de l'aspect nourriture qui va calmer l'envie de fumer. Mhm. Donc, c'est vraiment à la carte une chose. On prend son temps, on diminue tout doucement les doses et puis surtout, on le fait, il faut s'écouter. Il faut que le patient s'écoute. Et pour le soignant, il faut qu'il fasse ça à la carte, à la clinique pour le patient. Donc, ça peut durer un an, une substitution Ouais, nicotinique. Ce n'est moi, pas un problème. moi, j'ai porté des patchs pendant 10 mois, 10, 12 mois. Ce J'ai n'est pas un utilisé souci. l'inhaleur pendant 18 mois à peu près et des pastilles pendant plusieurs années, hein. C'est Mais bon, aucun j'avais problème. fumé 30 ans comme un pompier. Je pouvais bien me donner le temps de la substitution. Mais vous avez adapté une substitution nicotinique et une diminution dans laquelle vous étiez confortable. C'était vraiment à la carte. Et c'est ça qu'il faut retenir.
Merci. Alors là, ça va être le moment des repas de famille, des repas avec les copains. Il y en a peut-être certains qui fument et j'ai la petite voix qui me dit, oh, bah, juste une, c'est pas trop trop grave, quoi. Enfin, c'est possible juste une ou c'est pas possible? Alors, je me répète, fumeur un jour, fumeur toujours, déjà. Il n'y a que, allez, au bas mot, quelques pourcents de fumeurs qui peuvent fumer pendant un moment et rester 3 mois sans fumer. Pour ainsi dire, rien du tout. Quand on touche au tabac, on devient dépendant. Une fois qu'on est dépendant, on l'est à vie. Donc, quand on arrête de fumer, on a un sevrage qui s'est bien terminé, on a un sevrage permanent, pas de problème. Et surtout, ne pas toucher à une cigarette. On ne devient pas non-fumeur, on devient ex-fumeur. Et on dira qu'au niveau de notre cerveau, reste toujours très, très sensible à la nicotine. Et il suffit de le remettre en contact avec la nicotine, tout va reflamber, toute la dépendance va revenir. Avec C'est la un très, nicotine en très... shoot, on est bien d'accord, hein? Avec la Voilà, oui, nicotine oui, en oui, qu'on shoot, hein. utilise, on shoot. Oui. La nicotine de la cigarette. Donc la cigarette, il y a une forte probabilité de réveiller exactement toute la dépendance comme on avait avant. Mhm. Donc On est non, fragile. pendant les fêtes, le tabac, pas touche. On est fragile. On a eu une histoire longue généralement avec le tabac. Donc, eh ben, on reste marqué. C'est pas pour autant qu'on a des envies de fumer, mais on a cette sensibilité-là. Alors, Marie, je voudrais maintenant qu'on parle des motivations. Parce que quand on a Oui. arrêté de fumer au début du mois sans tabac, on était over-motivé. On avait même, sur vos conseils, écrit toute la liste de nos motivations et tout ce qui nous faisait avancer pour arrêter de fumer. Mhm. Et la motivation, c'est comme ce youpla, je fume plus du début, ça s'use. Alors, j'étais ultra motivée, nous dit-on, maintenant je le suis moins. Comment faire pour retrouver des motivations? Elles évoluent, ces motivations sont plus les mêmes qu'au début? Alors justement, la motivation, c'est toujours un phénomène qui est en sinusoïde. On monte en motivation, ça redescend et il faut être acteur, c'est-à-dire que la motivation, ça ne revient pas tout seul. Il faut souvent la relancer. C'est pour ça qu'il y a des coachs pour tout. Et le patient ne doit pas hésiter à s'auto-coacher. Donc, quand il sent que il a le vague à l'âme, que le tabac, les habitudes il commence à revenir dans les endroits où il avait l'habitude de fumer, il faut qu'il se pose et qu'ils se disent, voilà, pourquoi je voulais arrêter de fumer. Donc, par exemple, l'odeur, ma fille m'a dit que je sentais la mort. Je vous cite des choses que j'ai entendues. Mm. Maintenant, elle est contente, je sens bon. Il y avait le budget. Ben, le budget, on est quand même plus à l'aise, on part en vacances. Enfin, bref. Et après, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien depuis que je suis à l'arrêt que je n'avais pas prévu? Donc, la boîte à motivation, elle reste ouverte pour les nouvelles belles choses que on va vivre sans tabac. Ah bah tiens, j'ai remarqué, j'ai de plus beaux cheveux. J'ai remarqué, j'ai une plus belle peau. J'ai remarqué, j'ai rajeuni. Et tout ça, le fait que le patient s'entende dire ça, ça le remotive. Et si ça va pas, si vraiment il est vraiment au bas de la motivation, il n'arrive pas, ne pas hésiter à les consulter à un tabacologue s'il y a, parce que lui, il a aussi ce rôle de coach ou quelqu'un dans sa famille qui soit une ressource. Ça peut être un coach. Donc, la motivation, ça monte et ça descend, et quand ça descend très fort, il faut la relancer, mais c'est quelque chose d'actif. Ça ne viendra pas tout seul. C'est ce qu'on appelle un renforceur secondaire, Mm. Donc on peut contrairement faire, ouais, contrairement à, pardon. au plaisir tabac, qui Ah lui bah est oui. immédiat et on ne fait rien. Mhm. C'est très passif. Donc, on peut faire une boîte à économie, une boîte à motivation pour se rappeler nos motivations, rajouter. Et si ça va pas, on peut aller sur le groupe Les habitants des Hauts-de-France, moi sans tabac. On poste, je vais pas bien, ma motivation baisse. Et là, on aura aussi des gens qui vont venir nous répondre et nous Oui. encourager. Hein, ça, c'est important. Et en disant ça, je parlais d'aller voir un tabacologue. C'est vrai que c'est pas toujours accessible, du moins à l'instant T, mais il y a Tabac Info Service. Mm. C'est une ligne qui est à disposition, donc c'est le 39 89
Et là, il y a quelqu'un qui va tout de suite vous répondre. Et s'il comprend que c'est ce genre de problème, eh bien, il va poser ce que j'appelle moi les questions magiques. Pourquoi avez-vous voulu arrêter de fumer? Et surtout, qu'avez-vous remarqué de bien depuis que vous êtes à l'arrêt? Et tout ça, ça va relancer la motivation. Ouais, c'est clair. Ouais. Élise. Alors, est-ce que dans le sevrage, il y a des caps? On a des copains-copines qui nous disent, oh là là, 2 mois, oh là là, 6 mois, et c'est des moments difficiles pour eux, alors que tout semblait rouler facilement. Alors, il faut savoir que lorsqu'on commence un sevrage tabac, il y a toujours un stress qui est lié. On a du mal à comprendre que ce que l'on recherche, c'est la nicotine, que lorsqu'on va avoir de la nicotine, on ne sera plus en manque. Mais lâcher la fume, ça peut être anxiogène, lâcher la cigarette. Donc ça, c'est la première phase. C'est avoir confiance en la substitution nicotinique, à bonne dose, hein, j'entends. Une fois qu'on a pris confiance de la substitution nicotinique à bonne dose, eh bien, je dirais, ça roule pas mal. On arrive, on débug son cerveau et tout va bien. Alors, évidemment, le débugage, c'est un travail de longue haleine. Et au début, ben, on a plus de craving à gérer, c'est-à-dire des réflexes qu'on n'a pas gérés. Et ce craving, il faut le gérer donc par, par exemple, aller boire un verre d'eau, sortir de la pièce, aller se brosser les dents. Donc, et au fur et à mesure du temps, eh bien, les réflexes vont être gérés et le craving va diminuer. Alors, il est sûr aussi que au fur et à mesure où on avance dans le sevrage, à partir du moment où la personne prend conscience que voilà, maintenant le tabac, c'est vraiment une histoire terminée, il y a un genre de phénomène de deuil qui se met en place. Et en général, moi, les personnes qui avaient un peu ce syndrome de deuil allaient fatalement vers le dernier stade qui est l'acceptation. Et j'aimais beaucoup quand les personnes étaient en phase de deuil parce que ça voulait dire que on allait vers l'acceptation d'une nouvelle vie sans tabac. Mais c'est une phase un peu plus tard dans le sevrage, ça peut être 6 mois, 9 mois. La personne n'est plus du tout en manque, mais elle a plus bien débugué une bonne partie de ses réflexes. Mais elle dit c'est bizarre, c'est dur. Pourtant, j'ai pas l'impression que je manque de nicotine, mais c'est dur. Et puis moralement aussi, c'est pas forcément simple. Et finalement, c'est cette phase de deuil qui parfois n'est pas facile à négocier. Donc finalement, on dira qu'il y a des étapes à 3 mois, à 6 mois, à peu près tous les 3 mois, grosso modo. Mhm. Et est-ce que c'est normal que quand on arrête de fumer, on est en pleine forme, tout ça, on s'étonne soi-même de réussir à tenir un jour, on se dit, waouh, c'est Mhm. fou. Et au bout d'un mois, on est lessivé, fatigué. Moi, j'allais faire des siestes, je tenais plus. Mon cerveau, je disais que c'était un flambi, j'étais épuisée. Est-ce que c'est normal ou est-ce que j'étais un cas? Non, c'est tout à fait normal. La nicotine est un formidable dopant. Ça donne des pics d'adrénaline, ça donne des pics de cortisol. Ce sont ce qu'on appelle les hormones du stress. Donc, un fumeur est en stress permanent. Le stress, je parlais du bon, on va être positif, c'est fait pour faire fonctionner, mettre les turbines au niveau de l'organisme pour mener à bien une tâche. Donc, on va se concentrer pendant un temps donné. Il y a un début, il y a une fin. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Heureusement qu'on a le stress pour mener à bien certaines missions, pour passer un examen. Le stress devient mauvais quand on déclenche finalement cette hyperactivité de notre organisme pour tout et rien. Et on se fatigue. Et le tabac, lui, chimiquement, eh bien, il provoque ce stress avec le cortisol, avec l'adrénaline et puis aussi la dopamine, qui est un dopant. Quand on Mm. arrête de fumer, on coupe le robinet partout. Et là, on refait connaissance avec son organisme, mais il est hyper fatigué. Et vous avez des patients qui vous... Moi, j'ai eu un patient qui m'a dit une fois, je suis très, très fatiguée, je dors tout le temps, ça doit être le patch, madame. J'ai dit non, c'est pas le patch, c'est l'arrêt du tabac. Et je peux dire qu'en hospitalisation,
lorsque j'avais trouvé la dose qui soulageait mon patient, quand je revenais le voir, souvent il dormait. Il dormait parce que il était fatigué. Hmm. Vive Donc la c'est vitamine C, hein. normal. Vive la C'est normal. vitamine C. D'accord, ok, merci. Et ça dure pas, ça ne dure pas, on reste pas fatigué trop longtemps. Non, non, on va mieux dormir en règle générale, on va récupérer et après on va être beaucoup plus serein. Donc beaucoup. Alors là, on va être réellement en forme et Hmm. non pas à cause des hormones du stress. Et on va retrouver et on va être moins stressé d'ailleurs Ouais. après l'arrêt du tabac. Et au bout d'un mois, 2 mois, on a parfois des petites baisses de morale, des envies de pleurer. Enfin, comment ça se fait en fait? Pour certaines personnes, c'est vrai qu'on peut avoir ce phénomène-là. Il faut savoir que dans le tabac, il y a des sauces, c'est du sucre, et quand ces sucres brûlent, ça donne deux produits qu'on appelle deux Harman et Norharman. Je cite, c'est pour montrer que ça a bien été isolé. Et ces deux produits, Harman et Norharman, c'est tout simplement deux puissants antidépresseurs, donc EMAOA et B. Donc, vous avez, bien sûr, tous les fumeurs ne sont pas accros aux IAMOA et B, Dieu merci. Mais certaines personnes qui, dans la vie, ont eu un coup dur, euh, une vie pas facile, grande précarité ou un problème familial important, que sais-je encore, eh bien, elle est fumeuse et là, le cerveau, comme j'ai coutume de dire, c'est pas un maso. Il n'aime pas souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en souffrance par rapport à cette situation. Il va scanner dans son environnement. Qu'est-ce que je peux prendre pour me soulager? Oh, tiens, il y a des antidépresseurs dans le tabac. Hop, il capte. Et donc, la personne, en réalité, eh bien, fait face aux problèmes importants qu'elle doit gérer et elle va béquiller son moral avec les IMOA et B de la cigarette. Si bien que quand elle arrête la cigarette, elle ne sait pas qu'elle a cette béquille. Et au bout de 3 semaines, un mois, c'est comme si elle arrêtait un traitement antidépresseur. Elle va ressentir une grande mélancolie, elle va pleurer beaucoup, elle va dire j'ai plus envie de rien, je ne me reconnais plus. Et donc là, ça se traite, ça se substitue avec un traitement antidépresseur. Là, c'est le médecin qui fait. On ne soigne pas une dépression, là, on substitue les IMAOA IB de la cigarette. À ne pas confondre, donc ça, comme vous l'avez dit, ça arrive au début du sevrage, un mois, 2 mois. À ne pas confondre avec la phase de deuil qui est beaucoup plus loin dans le sevrage, qui est entre 6 mois et 9 mois. D'accord, ok. Ok, bon, merci beaucoup. Et le sommeil, on rencontre aussi des soucis de sommeil. Quand on est fumeur, le sommeil n'est pas de bonne qualité. Ben évidemment, parce que on a un cerveau qui a toujours été en hyperébullition, en hyperstress toute la journée, en tout cas chimiquement. Donc le sommeil n'est pas très récupérateur. Lorsqu'on arrête de fumer, ce qu'il faut savoir, c'est si on ne prend pas de nicotine, eh bien, on peut avoir aussi un sommeil perturbé. Et ce sommeil perturbé, c'est plutôt, bah, j'allais dire tout simplement, imaginez-vous que vous alliez vous coucher sans manger. Bah, la nuit, elle risque pas d'être très bonne, vous risquez de vous réveiller parce que bah, vous avez faim, quoi. Vous avez besoin de fumer. Et donc, la nuit ne va pas être sereine. Si par contre, vous prenez trop de nicotine, alors là, votre cerveau va être en hyperexcitation, évidemment. Il peut y avoir des réveils aussi, mais particulièrement plutôt beaucoup de rêves ou de cauchemars très prégnants. Et la personne se réveille, elle dit, Mon Dieu, j'ai une deuxième vie pendant toute la nuit. Et elle se réveille aussi fatiguée que la veille, quoi. Et ça, c'est vraiment le signe de l'augmentation de nicotine au niveau du cerveau. Donc, c'est un surdosage de nicotine pendant la nuit. Donc, il faut trouver la dose où on se sent bien, y compris le jour, mais aussi la nuit. Mhm. C'est intéressant ça. Élise. On peut même utiliser les patchs 16 heures en fait, si vraiment c'est compliqué de porter des patchs pendant la nuit. Oui, c'est une des solutions, mais parfois, il faut savoir que si on préconise des patchs sur 24 heures, c'est parce que la personne, le matin, c'est souvent une personne qui fume au lever.
Et donc, oui, on peut dire, on lui met un patch. Oui, mais le patch met quand même à peu près 45 minutes à 1 heure pour faire effet. Donc, c'est vrai qu'en laissant un peu de nicotine la nuit, ça permet de limiter le craving du matin. Mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, il faut vraiment enlever la nicotine. Donc, dans ces cas-là, on préconise à la personne de prendre au moins un substitut oral en se levant, de mettre son patch tout de suite et de prendre un substitut oral. Bon, alors, les substituts oraux en pastilles, c'est beaucoup de menthe, de réglisse du matin en se levant. Bon, il y a des gommes fruits, Il y a ça des passe pastilles peut-être aux mieux. fruits maintenant. Il y a des pastilles aux fruits. Et alors, ces pastilles aux fruits, oui, elles existent, mais elles ne sont pas remboursées. Ouais, c'est Eh vrai. oui, c'est les pastilles Nicorette, mais malheureusement, comme ils ont le monopole, c'est pas remboursé. Eh ouais, ouais, j'ai vu que ça existait, mais bon. Et on pourrait préconiser le spray buccal du matin, mais là, je crois que la personne ne le supportera pas, hein. Mhm. Donc, ce qu'on peut faire, c'est diminuer, par contre, la substitution nicotinique la nuit. Au moins essayer de diminuer cette substitution la nuit. Si la personne a 2 patchs, par exemple, ben, on essaye d'en enlever un sur les deux. Et on essaye de trouver la dose où elle n'aura plus cette hyperactivité. Et vraiment, quand on n'a pas le choix, on passe à un dosage sur 16 heures. Mhm. Merci. Est-ce que c'est normal de continuer à tousser? Parce que, enfin, parfois, une fois qu'on a arrêté de fumer, ben, on tousse même plus que quand on fumait. Donc, Oui, j'ai eu des réflexions de fumeurs qui disent, de toute façon, quand j'arrête de fumer, je suis plus malade qu'avant. Donc, bah, c'est un peu normal. Les poumons, on a un petit système mucocilié dans nos poumons qui nous font remonter un peu, qui emprisonne les poussières. On prend quand même 5 kilos de poussière en une vie, hein. Et ça va remonter par ce système d'ondulation et on déglutit ça, on ne s'en rend absolument pas compte. Lorsque l'on fume, on va irriter la bronche, donc les cellules à mucus vont sécréter, mais en plus, ça va paralyser les cils. Donc, notre poumon va carrément s'encombrer. Quand on arrête de fumer, eh ben, les cils vont reprendre du service et on va avoir un bon ramonage de bronches. Et alors là, on tousse, crache. Alors, je ne dis pas, euh, on peut faire une bronchite parce que voilà, c'est l'hiver ou une angine, mais il faut savoir que de toute façon, même si on n'a pas de problème infectieux, on risque de tousser, d'évacuer, de cracher. C'est ce que je disais à mes patients, c'est le ramonage des bronches. Et après, Mhm. quand le ramonage est terminé, il faut quand même parfois un bon 15 jours, hein, selon les personnes. On respire mieux. Alors, on parle de la toux, mais il y a plus généralement la maladie. Parfois, quand on arrête de fumer, on a peur de tomber malade, comme si on allait payer le prix de nos années de tabac. Et il y a toujours une bonne âme pour nous dire, ouais, mais mon voisin, moi, tu vois, il a arrêté de fumer 4 mois après, il n'était plus là, hein. Tu, Oui, tu fais ce que tu veux, mais moi, à ta oui, place, je réfléchirais. Vous voyez? oui, Alors, oui, est-ce qu'on peut balayer ces craintes-là? Vous pouvez nous en oui, parler? oui. Il faut balayer ces craintes-là, mais par contre, il est clair qu'il y a une mauvaise interprétation des choses concernant les cancers. Mm. Le fait d'arrêter de fumer, on va avoir beaucoup d'avantages au niveau cardiovasculaire dès le départ. Mais pour le cancer, ben, au bout de 5 ans, le risque diminue un peu. Au bout de 10 ans, on va avoir un risque d'avoir un cancer qui va être diminué de moitié. Et c'est bien au-delà de 10 ans pour retrouver un risque analogue à un non-fumeur. Donc, quand notre fumeur arrête, moi j'ai eu une personne, elle m'a carrément dit, je ne veux pas arrêter de fumer parce que mon voisin, il a eu le cancer Mm. juste après. Mais le cancer était déjà là parce que ça évolue à très très bas bruit. Donc, il est clair que si on s'arrête parce qu'on a peur d'avoir le cancer, ça reste toujours une éventualité dans les 10 15 ans à venir. Par contre, au niveau cardiovasculaire, au niveau AVC, bien sûr, s'il y a des dégâts, ils sont là, mais en tout cas, la maladie ne va plus évoluer. Donc, on met Mm. beaucoup d'atouts de son côté. Ouais. Ok, merci. Élise.
Alors justement, on a dit que dès les premiers mois, il y a beaucoup de bénéfices pour la santé. Et maintenant, pour les mois suivants, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors donc le système mucocilié qui a tout ramené, donc on respire beaucoup mieux, on retrouve le goût, l'odorat. Au niveau cardiaque, eh bien on va faire reculer tout ce qui est infarctus du myocarde, on va faire reculer aussi l'AVC. Et au niveau donc cancéro, c'est après, là on compte en années. On compte en années. C'est surtout le cardiovasculaire qui va montrer, enfin, dont on va avoir les bénéfices dans les mois qui suivent. Ok. Et il y a un âge où c'est plus la peine d'arrêter de fumer ou Oh non, oh non. Pas du tout. Alors là, pour le coup, vous avez des personnes qui disent oh ben ça sert à rien. Alors le cancer du poumon, lui, et ils disent je vais diminuer ma consommation et je fumerai moins, je m'intoxiquerai moins. Donc déjà ça sert à rien parce qu'on est accro à une dose de nicotine pas un an. Mais il faut savoir qu'au niveau du cancer du poumon, il est un peu spécifique celui-là parce que il- on a de l'impact. C'est pas au niveau du nombre de cigarettes fumées, c'est pas au niveau de la dose, c'est au niveau du temps. C'est-à-dire que si on augmente le nombre de cigarettes par deux, le risque pour le cancer du poumon sera multiplié par deux. Mais si on augmente le temps par deux, le risque sera multiplié par 2 puissance 3 ou 4, c'est-à-dire 32. Donc, il vaut mieux, entre guillemets, pour être plus simpliste, un gros fumeur qui a fumé peu de temps, qui a fumé 10 ans, qu'un petit fumeur en nombre qui a fumé 40 ans. Eh ben, même s'ils ont fumé le même nombre de cigarettes dans leur vie, celui qui aura concentré son nombre de cigarettes dans peu d'années aura moins de risques que celui qui aura pris peu de cigarettes, mais pendant longtemps. Donc, il y a toujours un avantage, bien sûr, d'arrêter de fumer, même quand on a une oxygénothérapie. Bah déjà, rien que j'allais dire, quand on a une oxygénothérapie, évidemment, l'arrêt du tabac va un peu à l'encontre de l'oxygénothérapie. Donc, on aura une qualité de vie qui sera quand même un peu meilleure. Lorsqu'on fume, on a un sang très, très épais, on a comment dire, des vaisseaux qui s'abîment. Et donc, quand on est cardiaque, bah, la maladie continuera à évoluer si on continue. Donc, les dégâts resteront, mais l'évolution va être, voire stoppée, voire ce sera l'évolution comme monsieur et madame tout le monde. Donc, à tout âge, c'est important l'arrêt du tabac. Ouais, super. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, chère Maryse. Oui, Pour vos patients, donc les Nicorette fruits, les pastilles, hein, pas les gommes, les oui. Nicorette fruits sont remboursés. Ça y est? Oui, depuis juillet dernier. Eh bien, Bon. c'est passé au JO pendant l'été, donc il n'y a pas eu de Ah tam-tam oui, j'ai autour. pas. Et c'est valable pour Bon. les boîtes de 40 pastilles de comprimés, donc 40 comprimés, 80, 160. Alors, on Ah bah n'oublie écoutez, pas, c'est ça c'est une super. très bonne nouvelle, ça Oui, c'était la bonne nouvelle du live. On le met contre la joue, hein, même si c'est marqué à sucer, vous ne sucez pas oui, non, non, normalement. non, 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 non. Il Hein, ça faut c'est vraiment important. bien imbiber la muqueuse buccale. Sorti de là, même si c'est une très bonne nouvelle, j'ai un souci, cher Maris. Je me gave de ces nicorettes fruits le matin, tout va bien. J'ai moins envie de fumer en attendant que mon patch agisse. Il met une petite heure là, vous avez expliqué. Mais par contre, j'ai la trouille. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vite fait, des gens qui pouvaient compenser par la nourriture des 3 kilos qu'on allait prendre. Mais là, c'est les fêtes. Les fêtes, ça veut dire le dîner chez ma belle-mère, les enfants qui viennent, les petits plats dans les grands, les chocolats. Hum, 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 Je hum. fais une pause parce que c'est du bonheur, le chocolat. Et Hum. comment limiter la prise de poids quand on est en sevrage, quand on est en défume, par rapport à... Parce que pour nous, c'est un risque. Vous voyez, on se dit, bon, j'ai Oui. arrêté, j'ai pas trop pris, ça va, j'ai pris 2 kilos, c'est bon, mais là, avec ce qui m'attend, ça va être l'horreur. Il faut que je remonte ma substitution, comment je fais? Alors, c'est vrai que je déconseillerais quelqu'un qui envisage de baisser au moment des fêtes, je lui déconseillerais de le faire, déjà.
euh, à moins qu'il ait un mauvais goût dans la bouche. Et donc, dans ces cas-là, sa coule de source, elle doit diminuer. Donc, je ne diminuerai pas. Si j'ai un doute, pourquoi pas augmenter légèrement? De toute façon, je ne risque rien parce que si je dépasse ma dose d'accroche, je vais avoir un mauvais goût dans la bouche et je redescendrai. Mais c'est vrai qu'il faut être bien, bien, bien dosé en nicotine pour éviter cette compensation avec la nourriture. Alors, tout le monde prend plus ou moins du poids, fumeur ou pas, pendant les fêtes. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le fumeur en prenne plus par rapport à ceux qui ne fument pas. Mhm. Donc, il faut éviter cette compensation avec la nourriture et c'est vrai d'avoir une substitution nicotinique bien adaptée. Pendant ce temps-là, ça peut être une bonne mesure. Boire de l'eau, oui, beaucoup d'eau, ça remplit l'estomac déjà et ça nettoie l'organisme. Ça trompe aussi, j'allais dire, le cerveau par rapport aux pulsions pour reprendre du tabac. Et pendant les fêtes, c'est difficile de donner des mesures hygiéno-diététiques, mais peut-être marcher Mhm. entre deux, entre deux repas, entre Noël et Nouvel Danser. An, profiter d'avoir une activité physique. Souvent, c'est des vacances. Ne pas hésiter à marcher, boire de l'eau entre deux. L'alcool, c'est vrai, le limiter parce que ça fait grossir aussi. On va pas tout supprimer non plus. C'est un temps privilégié. Mais peut-être que ne jamais, alors moi ce que je disais aux patients, ne jamais boire, par exemple, une flûte de champagne fraîche quand on a soif. Toujours boire de l'eau avant et savourer son verre de champagne j'allais dire, si on a soif, on va le prendre très très vite, quoi, finalement. On ne Mhm. doit jamais prendre d'alcool quand on a soif. Il faut d'abord boire de Ouais. l'eau. Ouais. Comme ça, après, on va siroter son verre d'alcool. Enfin, je préconise tout ça à ceux qui n'ont aucun souci avec l'alcool, hein. J'entends, hein. Ouais, puis on sait que Et l'alcool appelle la clope et la clope appelle l'alcool, hein, tout à ça on le fait. sait, hein. Et Ouais. il y a des personnes qui n'ont pas de souci du tout avec l'alcool, mais elles disent bien, faut que je fasse quand même attention parce que le fait de prendre un verre d'alcool, ben, on est plus permissif avec soi-même. Oh, on se dit, après tout, c'est la fête, hein, au diable, toutes les mesures que je prends, je me lâche et on reprend une cigarette. Et Mm. là, c'est la catastrophe. On se réveille des fêtes avec la dépendance qui est revenue complètement. Ouais. Nous, on dit, les défumeurs, les ex-fumeurs, on dit 2 verres maxi. Et il y a un truc, donc toujours avoir un verre de sans alcool, comme l'a dit Maryse, hein, pour Mm. boire. Et puis, laissez votre verre rempli. Personne va vous le Bien re-remplir. sûr. Parce que Comme quoi, il donc, faut le vraiment dernier verre, on le laisse rempli tout le siroter. De toute temps. façon, on dit bien, hein, Santé publique France dit bien, ils sont bien plus 2 verres par sévères jour et pas que tous les l'OMS. jours. Voilà, 2 verres par jour et pas tous les jours. L'OMS était un petit peu plus permissieux, mais il n'avait pas tenu compte du cancer. Et Donc, puis, on va faire le dry January juste après. Donc, tout voilà. va bien. Allez, hop. Mais Donc, beaucoup le nicotine à gogo, alcool mollo, et puis roule ma poule. On danse pour faire Mais beaucoup brûler les commenceront le calories. dry January le 2 voire le 3 janvier. Oh, oui, oui. Élise. Alors, c'est sûr, on aime se retrouver en famille, hein. C'est ce qu'on va faire. Mais alors, parfois, à table, les discussions, elles sont un petit peu tendues. Et moi, mon habitude, c'était de prendre la tangente et de dire, je vais sortir fumer une cigarette. Quand Sauf ça que ça devient fume tendu, plus. Bah bah, oui. Comment je peux bah, faire pour gérer mon stress? je dirais avec humour, bah moi je vais aller me repoudrer le nez. Enfin, je veux dire, c'est très bien quand il y a une situation stressante et tendue, déjà de s'écarter de l'élément stresseur un moment. Donc ça va couper un peu cette poussée d'adrénaline due à cette discussion qui est fort animée. Donc, plutôt que d'aller dehors fumer, de toute façon, il fait froid, donc c'est pas agréable. Eh bien, aller peut-être voir dans la cuisine, discuter avec la personne qui reçoit, aller aux toilettes, retoucher son maquillage, aller se recoiffer, enfin, que sais-je encore, 2, 3 minutes hors de la situation stressante. Et le stress va baisser automatiquement.
Et après, on peut revenir, mais en aucun cas aller dehors et prendre une cigarette. Parce que là, bien sûr, les gens ont le sentiment que ça les détend. Mais en réalité, ils ressentent la relaxation musculaire qui est provoquée par le tabac. Par contre, au niveau du cerveau, c'est le stress à fond. Et la personne, quand elle revient à table, elle est encore plus énervée que quand elle est partie. Mhm. Alors, question énervement. Pendant les repas de famille, on discute. Ça dure un peu longtemps et on va se taper la réflexion de la cousine Adélaïde qui nous dit, ouais, mais si tu prends de la nicotine, c'est pareil que si tu fumais encore. Alors viens pas la ramener avec ton arrêt du tabac. Elle t'a pas arrêté en Oui, fait. On c'est du... aura la grand-mère qui va nous dire, oh, mais cette vape là, on sait pas ce qu'il y a dedans et c'est très dangereux. C'est pire que la clope. J'ai vu ça à la télé. Comment on fait pour réagir? Parce que c'est très dur d'entendre ce genre de choses quand on fait l'effort d'arrêter de fumer et que de fait on a une substitution. Mais c'est dur quoi de vivre ça. Alors, Qu'est-ce qu'on il peut leur faut répondre... répondre? Bah déjà, leur répondre que de la nicotine, il y en a dans les aubergines, il y a des légumes qui contiennent de la nicotine. La nicotine, c'est un excitant, mais c'est pas en soi toxique. Donc, que l'on en ait avec des patchs, bah, il n'y a pas de souci, c'est pas toxique du tout. Et si je mange des aubergines tous les jours, je vais pas devenir addict aux aubergines. Mhm, Pourquoi? Parce que la nicotine devient addicte parce qu'elle arrive en shoot dans le cerveau à cause de la cigarette qui est inhalée au niveau pulmonaire. Donc, on ne remplace pas une drogue par une autre. En réalité, la nicotine, elle devient addictive uniquement parce qu'elle est inhalée. mhm, Si elle n'est pas inhalée, c'est le cas des patchs, eh ben, il n'y a pas de souci. mhm, Alors, ça, c'est la première chose. Donc, on ne remplace pas. Alors après, la cigarette électronique, c'est tout à fait autre chose. La nicotine de la cigarette, quand elle devient addict, quand on devient addict, bah, elle dit au cerveau, OK, je viens, hein, mais je viens avec mes 7000 substances toxiques. Donc, c'est tout ou rien. Donc, le fumeur, il est tellement amoureux de la nicotine, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il dira OK, et le cerveau va tout prendre. Et on prend les 7000 substances toxiques. Avec la cigarette électronique, ce ne sont pas forcément des personnes, bon, c'est peut-être des personnes qui ont dans l'idée peut-être de stopper le tabac, mais en tout cas, quand elle prend sa cigarette électronique, elle prend la nicotine toute seule. Donc, on dira, oui, bon, tout, j'allais dire, il y a un peu d'irritant dans la cigarette électronique, on le sait, nettement moins qu'avec le tabac. Des substances cancérogènes, ben, un point d'interrogation. En tout cas, s'il y en a, il n'y en a pas plus que dans les produits ultra transformés que l'on mange en achetant, en faisant ses courses au supermarché. Il y en a des tas et des tas. Je veux dire, on est avec un risque par rapport à la cigarette qui n'a rien à voir. mhm. Puis Mais la surtout, nicotine, c'est pas irritant, c'est pas cancérigène, la nicotine toute exactement. seule. Et, Hein? et en tout cas, la personne, si elle évite de prendre une cigarette tabac, bah, elle garde la nicotine avec la cigarette électronique, mais que la nicotine. Mhm. Et il n'y a pas les 6 à 7000 substances toxiques. Ouais. Donc on n'a plus les irritants, on n'a plus les cancérigènes et on n'a plus le monoxyde de carbone qui Tout vient à nous fait. bouffer notre oxygène et qui crée les crises Tout à fait. cardiaques On et n'a que les la AVC. nicotine. Voilà, on fume pour la nicotine, on meurt par les goudrons. Michael Russell, Oui, c'est une c'est façon ce de qu'il voir les disait. choses, mais c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est un grand, grand scientifique qui a dit ça. Moi, j'aime bien cette petite phrase. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est toi, Elise, ou c'est moi? Je sais plus. Je vais y aller. Vas-y. Du coup, on va quand même beaucoup manger là. Enfin, c'est au programme, quoi. Quand je vois le menu, ça me rassure pas trop, mais bon, ça donne envie de fumer, de beaucoup manger. Pourquoi? Alors, bonne question. Vous avez beaucoup de fumeurs. C'est pas le fait de beaucoup manger, c'est le fait de manger. Vous avez beaucoup de fumeurs qui vous disent, oh là là, la cigarette après les repas, elle est, c'est la meilleure. Et paradoxalement, quand on arrête de fumer, bah, c'est la plus dure. Cette cigarette après manger, elle dépend de trois choses. La première, c'est qu'on a pris un rituel, souvent, de prendre une cigarette à la fin du repas, associée au café. Donc, on a une cigarette dite comportementale.
Après, lorsque l'on mange, eh bien, la digestion va commencer, mais comment dire, malheureusement, l'insuline, qui est l'hormone qui va faire baisser le taux de sucre dans le sang, eh bien, l'insuline, elle va arriver avant que les aliments soient absorbés par l'intestin. Et donc, la personne se retrouve un peu en hypo, et la preuve, hein, on bâille, on a un petit coup de mou. Après manger, on irait bien faire la sieste, quoi. Après, c'est tout. Les aliments passent dans l'intestin, ça se passe mieux. Et on sait que quand on prend une taf, eh bien, la cigarette a comme propriété d'aller dans les réserves du foie en sucre et de sortir le sucre et de le mettre dans le sang. Donc, le glycogène devient du glucose dans le sang. Donc, on corrige cette petite hypo d'après-repas avec la cigarette. Et donc, on reste en forme. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Cette cigarette-là, et puis après, on répond aussi à un manque de nicotine, parce qu'on n'a pas fumé pendant un moment. Donc, il y a trois choses. Donc, le fait de manger, voire de manger pas mal, eh bien, on peut se retrouver avec surtout cette hypoglycémie, qui est... alors, c'est pas l'hypoglycémie réactionnelle, qui est beaucoup plus loin, c'est la je ne sais jamais le dire. Enfin, c'est avant l'absorption des aliments par l'intestin. Mm. Voilà. C'est très intéressant. Donc, me fumer, ça n'aide pas à digérer, hein. Ça, c'est des bêtises, hein. Pas du tout. Pas du tout. Mm. Alors, vous nous avez parlé beaucoup de flotte, Maris. Vous nous avez parlé de verre d'eau tout au long du live. Ah, moi, je l'ai entendu, hein. Et boire un verre d'eau et boire un verre d'eau. Bon, à part pisser beaucoup, ce qui peut nous faire passer du temps aux toilettes et peut-être être moins tenté parce qu'on est aux toilettes d'allumer une clope. Ça sert à quoi de beaucoup boire quand on arrête de fumer? Alors, plusieurs choses. Le fait de boire un verre d'eau, ça va tromper le cerveau. Donc, j'ai une forte pulsion. Je tombe en craving. C'est une situation où je me retrouve, malgré moi, sur une situation que je n'ai pas encore gérée. Ça, c'est en début de sevrage souvent. On préconise à la personne de, moi, j'ai la préconisé, vous partez, vous prenez un verre d'eau fraîche. C'est encore plus agréable et ça va calmer l'envie de fumer pendant quelques minutes. Le temps qu'on réagisse, on prend après un substitut oral et le substitut oral, après, prendra le relais au bout de 10 minutes. Donc, c'est un fabuleux anti-craving pour les premières minutes. La seconde, c'est que l'organisme, il y a des hydrocarbures qui circulent dans le sang et il faut les éliminer. Donc, il faut éliminer et la nicotine et surtout les hydrocarbures. Le fait donc, de bien boire, on va les éliminer beaucoup plus vite. Voilà. Donc, c'est surtout pour éliminer tous ces produits toxiques que Mhm. Ça c'est nous préconisé. nettoie. Ça participe à nous nettoyer, c'est ça Ah, tout à fait. Oui, 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 oui. D'accord, merci beaucoup. Élise. Moi, je faisais ça, je buvais de l'eau très très froide à la paille. Et vraiment lentement, gorgée par gorgée, ça m'aidait beaucoup en fait. Enfin, Oui, ça calme vraiment la zone du cerveau qui appelle le produit, quoi, hein, qui appelle le craving. C'est une zone du cerveau qui se met en ébullition. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et de l'eau fraîche, ça calme, pas longtemps, mais assez de temps pour qu'on puisse pour attendre que le substitut oral qui sera pris fasse effet. Mhm. alors, à propos du substitut oral, je me suis dit, du coup, pour les repas de famille, les repas avec les copains, je vais me préparer une trousse de secours. Qu'est-ce Hum, que je hum. peux mettre dedans? Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Bah déjà, avant de préparer une trousse de secours, on peut se préparer tout court. C'est-à-dire que, on peut envisager une demi-heure avant de partir d'augmenter un peu sa substitution nicotinique. Donc, mettre un demi-patch de plus, par exemple. De toute façon, on ne risque rien. Si jamais c'est trop, on va le sentir dans la demi-heure, trois quarts d'heure après, mauvais goût dans la bouche. Ce que je veux dire par là, c'est se saturer de nicotine avant d'arriver. Et il est clair que avoir sur soi un peu de substitut oral, voire si on a l'habitude de l'utiliser, un spray buccal. Et ce spray buccal, c'est vrai que c'est l'arme anti-craving. Dans la minute où on a envie de fumer, dans la minute, le spray buccal va soulager.
Je dis bien, il faut que ce soit quelqu'un qui ait déjà l'habitude de l'utiliser parce que quand on l'utilise pour la première fois, c'est un peu flippant, quoi, le spray buccal. On a l'impression que ça brûle. Mais une fois qu'on s'est approprié le produit, qu'on a l'habitude, c'est vraiment, comment dire, c'est frappant, quoi. Dans la minute qui suit, on n'a plus du tout envie de fumer. Donc, spray buccal, quelques substituts oraux, et puis aussi, bon, mais ça, je le préconise pour tout le monde, partout, c'est d'avoir un patch supplémentaire dans son portefeuille, parce que ben, on va danser, on va transpirer, ça peut se décoller, donc avoir de quoi le remplacer dans ces cas-là. Mm. Donc, on a la panoplie de la substitution dans sa trousse de secours, mais avant, on se sera blindé en substitution avant d'y aller pour être vraiment bien couvert. Et puis le reste, eh ben, ça va venir en plus, c'est ça, hein. Tout à fait. D'accord, ok. Ok. Quel conseil vous donneriez à général, hein, on quitte un peu les fêtes, mais dans la Hmm. poursuite de la défume, pour des gens qui souhaitent continuer, qui ont réussi jusqu'ici, les trois grands conseils que vous donneriez à ces personnes-là, et quels sont, donc c'est la première partie de question, et deuxième partie de question, quels grands conseils, trois conseils aussi, vous donneriez si vous étiez une bonne fée, et vous l'êtes, aux personnes qui se sont plantées pendant ce mois sans tabac? Bien, alors les conseils donc pour continuer, alors je dirais ne pas se décourager et relancer sa motivation plus, plus, plus. Ne pas hésiter à le faire, ne pas hésiter à se poser pour relancer sa motivation. S'il n'y a pas motivation, il n'y aura pas d'apprentissage de vie sans tabac qui se fera sereinement. Et on aura beau mettre des patchs, si la motivation n'est pas là, les patchs ne serviront pas à grand-chose. Voilà. Mm. Donc, il faut absolument se motiver, se motiver, se motiver pour pouvoir faciliter l'acquisition des nouveaux réflexes où la cigarette ne s'inscrit plus. Ne pas hésiter à se faire aider, justement pour booster cette motivation. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être tabac infoservice, ça peut être un tabacologue. Ne pas hésiter. La substitution nicotinique proprement dite. Trouver la dose où on est bien et surtout ne pas baisser trop rapidement. Si on baisse trop rapidement, on risque de rechuter. Voilà un petit peu. Troisième conseil, se faire plaisir. Ah oui. Oui, parce que les petits plaisirs quotidiens permettent d'avoir notre petite sinusoïde dopaminergique que notre cerveau aime tant. Mhm. Et ça évitera de reprendre la cigarette aussi. Voilà un peu. Alors les personnes qui ont rechuté, ce n'est pas grave. Faut les déculpabiliser déjà, ce n'est pas grave, ça peut arriver. Quand on apprend quelque chose, eh ben, il y a des moments où on se plante. Le principal, c'est de se dire, voilà, j'ai vécu l'arrêt du tabac, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur ma relation au tabac, sur les moyens pour s'arrêter, et pourquoi je me suis plantée. Et après, on repart, mais on est plus fort. Et on peut se planter plusieurs fois, ça fait partie du sevrage. Donc, ne vous laissez pas, j'allais dire, arranger par votre environnement qui vous dit, ah, c'est un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est une expérience. Et pour apprendre, eh bien, parfois, il faut vivre des expériences pour acquérir après, eh bien, une vie sans tabac. Mhm. Ce que vous expliquez, c'est que c'est un apprentissage, que chaque essai, on apprend quelque chose et qu'on ne repart jamais de là où on était parti la fois précédente. On avance à chaque fois à l'air de rien. Un fumeur qui arrête une première, une seconde et une troisième fois, celui qui arrête une troisième fois n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Il a acquis des compétences. Déjà, il a connu la vie sans tabac, Mhm. déjà. Il a acquis des compétences par rapport à la substitution nicotinique. Et alors que lorsqu'il a arrêté la première fois, à la limite, il comprenait même pas trop ce qui lui arrivait avec le tabac. Et il était loin de penser qu'on pouvait l'aider avec des TCC, avec des substituts nicotiniques. Oui, 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 tout à fait. La reprise, je ne veux pas dire la rechute ou l'échec, la reprise du tabac fait partie de l'acquisition d'expériences qui vont mener à un sevrage. C'est un peu comme un canard lorsqu'il monte pour aller dans le ciel. Jamais il part du sol et il monte.
il va prendre des points d'appel et hop, après, il va monter. C'est exactement la même chose. Ça vient pas de moi, hein. Ça, c'était le professeur Moulimard qui parlait comme ça. Ouais, le célèbre vol du canard de Robert Molimar. Tout à fait. Et il avait raison, il avait raison. Non, on le salue où qu'il soit. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Moi, j'ai des questions, Ellie, si tu veux, hein. J'en ai Ah, toujours. mais j'en ai encore une Ah, vas-y. pour se préparer au fait. On a bien vu qu'on préparait notre trousse de secours, on a bien les conseils, beaucoup boire d'eau et tout ça. Est-ce que on peut aussi se préparer psychologiquement, se préparer aux situations qui vont arriver, parce qu'on connaît notre famille, on sait comment ça va se passer, et s'entraîner aux réactions qu'on va pouvoir avoir? Il est clair que si on anticipe un peu les situations où on risque de reprendre une cigarette, plus on anticipe, mieux c'est. Si tonton Jules commence à m'énerver comme d'habitude, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, c'est peut-être là où je vais aller ailleurs 5 minutes ou avoir ma gomme à côté de moi, quitte à la recracher si je suis en surdose. Mais oui, se dire déjà qu'est-ce que je vais faire quand ça arrivera. L'anticipation, c'est un, j'allais dire, c'est très bien. Si on peut anticiper, bien évidemment. Après, il y a les choses qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de famille, généralement, on connaît les gens et on peut déjà préparer ses stratégies à l'avance, au cas où. Donc moi, ma bonne résolution de début d'année, ce sera de continuer à arrêter de fumer grâce au conseil de Maryse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Maryse, vous êtes tabacologue. Oui. Euh, Quand je vais consulter un ou une tabacologue, ça dure combien de temps le suivi? C'est une séance et puis hop, merci, au revoir. Ou vous nous gardez auprès de, enfin, vous nous rencontrez autant qu'on a besoin et c'est possible ça? Alors, euh, ce qui a été un peu étalonné, enfin, mis en place par la société scientifique, c'est que quand on suit quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on le voit pendant au moins un an, Ouh. à raison à peu près d'une fois par mois, pour faire le point justement de ce fameux débugage au cours des 4 saisons. Comme ça, dans sa banque à souvenirs, à réflexe, il aura fait un an sans tabac. Après, la cadence. C'est clair que lorsqu'un fumeur a des soucis, on le verra plus souvent. Euh, un fumeur qui n'a pas de soucis, tout va bien, bah, on le verra une fois toutes les 6 semaines. Ça va être plus ou moins à la carte. Et après un an, eh bien, on fait un point. Et si la personne a encore besoin d'être vue régulièrement, ah ben, on fera un peu plus. Mais si la personne gère bien son sevrage et voilà, tout se passe bien, là, on dit qu'on reste à sa disposition. Elle peut nous rappeler en cas de souci. Donc, on reste toujours avec cette perspective que c'est un apprentissage. Donc, c'est pas on vous voit, on fait un petit point, puis basta. Non, 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 Mmh. non. On va vous coacher justement pendant un an. On va voir les points délicats par rapport au débugage du cerveau. On va aussi, justement, ça rejoint la question d'Élise. Nous, on va aller vers l'anticipation. Nous arrivons, par exemple, nous sommes au mois de juin, vous partez en vacances, oui, au mois d'août. Est-ce un endroit que vous connaissiez? Est-ce un endroit que vous ne connaissez pas? Ah, c'est un endroit que je connais. Alors, surtout, essayez de vous remémorer un peu vos habitudes de fume et déjà anticiper qu'est-ce que je vais faire pour que ça n'arrive pas. Mmh. L'anticipation, c'est peut-être nous aussi qui allons euh, Travailler. voilà, la Ouais. balayer. Mais un sevrage tabac, c'est vraiment un suivi, au moins pendant un an. Et pendant cette année-là, eh bien, le standard, c'est une fois par mois, mais ça peut être plus si c'est nécessaire, moins si tout va bien. Mmh. Moi, j'ai vu ma tabacologue, chérie à mort-cœur. J'ai une reconnaissance infinie envers ma tabacologue. Je l'ai vue une fois par semaine, peut-être même 2 fois par semaine au tout début, puis une fois par semaine pendant un bon moment, puis une fois tous les 15 jours, puis une fois par mois.
Et puis au bout d'un an, une bonne année, on a arrêté. Mais je peux témoigner que votre métier, Maryse, et c'est pour ça aussi que je vous ai posé la question, n'ayez pas peur de consulter un ou une tabacologue si vous êtes en difficulté. Si vous Euh, êtes, comme moi, une mm, très grosse fumeuse et que vous galérez à arrêter, franchement, ce sont des gens géniaux. Ils nous accompagnent, ils nous donnent des bons conseils, ils nous font réfléchir, ils nous équipent au niveau substitution pour qu'on arrive au bon mm, dosage. Et vraiment, ça aide immensément. Si vous consultez au centre hospitalier, vous n'avancez pas d'argent, c'est quelque chose d'important aussi à mhm. savoir, hein. On ne paye pas, c'est pris en charge. Donc n'hésitez pas à consulter si vous en ressentez le besoin. Vraiment, ça aide. Je dirais même plus qu'une fois, j'ai une personne qui, au bout de son année de prise en charge, et elle a simplement dit, écoutez, franchement, merci, vous m'avez beaucoup aidé. Cependant, je n'ai qu'un seul regret. Alors on a dit, ah, lequel? Et il m'a dit, mon seul regret, c'est de ne pas être venu vous voir avant. Ah bah voilà. D'où l'importance de ce live. Prenez Voilà. vos rendez-vous, prenez vos rendez-vous. Ben, c'était super, on a passé une super heure encore avec vous, Maryse. On espère Merci. vous revoir bientôt, peut-être pour des bonnes résolutions, on ne sait pas. Pourquoi pas? Élise, je te laisse le mot de la fin. Bah, pour finir, on va souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Les bons conseils, Maryse nous les a donnés. Un petit dernier, si vous envisagez d'avoir comme bonne résolution d'arrêter de fumer et que vous voulez vous substituer, n'hésitez pas à aller chez votre médecin avant le premier de l'an parce que c'est férié, donc c'est pas ce jour-là que vous trouverez de quoi vous aider. Et bah, je vais vous laisser. On se dit rendez-vous en 2025, Françoise. Oui, OK. oui. Et encore de belles fêtes à tous. Merci, Maryse, Merci. merci beaucoup. Merci à Merci, vous. Élise. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir.